Salut à toutes et tous, c'est Yacine, toujours autant d'enthousiasme. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'une CEO, car aujourd'hui on va faire un petit tour dans la tête de, j'allais dire mon homonyme féminin, on peut dire. Comment ça va, Yasmine? Ça va très bien, c'est drôle parce que y a encore des gens qui connaissent pas mon prénom, enfin le prénom Yasmine et on m'appelle Yacine. Voilà. Bon, on m'a appelé Yanis ce matin, mais j'avoue le Yasmine, mes potes se foutaient de ma gueule et m'appelaient Yasmine, mais Tu vois. voilà, je les salue. Bon, sous quelle bannière tu viens nous parler aujourd'hui? Pour les gens qui ne voient pas en vidéo, on peut deviner derrière toi, mais dis-nous tout, qu'est-ce que tu as monté? Alors, donc on a cofondé avec Lucas, mon associé, Bibac. Donc c'est une entreprise tech. En fait, on met à disposition la tech pour gérer les emballages réutilisables de nos clients, qui sont les acteurs de la restauration dans différents secteurs. Ça peut être la restauration collective, donc les cantines d'entreprise, dans les hôpitaux, les écoles. Ok. Mais ça peut aussi être la restauration dans l'événementiel. Ok. Donc typiquement les parcs Astérix, les salons, enfin voilà. Finalement, notre scope, c'est la loi AGEC. En fait, on aide nos clients. Elle est pas passée quand cette loi? 1er janvier 2023. Mais vous n'êtes pas né en janvier 2023. Ah, pas du tout. Non, et c'est une bonne remarque, parce qu'on n'a pas besoin d'une loi pour passer au réemploi. Donc, in fine, on les met en conformité. Mais le why, en fait, c'est de supprimer l'emballage jetable et réduire l'emballage à la source, en fait. Enfin, le déchet à la source, pardon. Donc, nous, notre tech, elle va finalement moderniser le parcours de consigne que chacun connaît. Finalement, dans les festivals, on connaît tous les cock-up à 1, 2 euros. Tu fais une queue monstrueuse pour aller la rendre, récupérer 2 euros. C'est un cock-up, ça, ou pas? En monnaie. Elle est consignée pour le coup. Ouais, parce qu'il y a un petit QR code aussi. Ouais, c'est ça. C'est Bibac? Ouais, c'est Bibac. Okay. On réutilise tout ici, hein, c'est le maître mot. Ai-je le droit de repartir avec? Ah, et non, on verra là. Et donc, du coup, l'idée, c'est de simplifier le parcours conso. Ok. Via cette tech, donc tu rends pas au comptoir ton emballage, donc ton verre ou ton bol réutilisable, tu le rends dans une machine que nous, on a créée. Cette machine, elle va reconnaître l'emballage via ce fameux QR code. Et dans ce QR code, alors on peut mettre plein d'infos, mais typiquement 2 infos. Voilà, on lui dit que c'est un gobelet qui a une valeur de 1 euro de consigne. Donc toi, tu le rends. Et ensuite, il faut scanner ton moyen de paiement. Donc, ça peut être une carte bleue, un badge, peu importe. Et là, tu te fais recréditer automatiquement des 1 euro de consigne sur ton compte en banque ou n'importe quel moyen de paiement. Tu n'as plus de doigts? Je suis un peu enrhumée. Bon, on le dit pas, mais ta matinée a été mouvementée car tu es maman aussi. Ouais. On va pas rentrer dans les détails, j'ai juste une petite question, moi qui ai vécu au Canada. Assez tôt, on avait déjà la consigne est dans les magasins, pareil que les taxes, donc tu as vraiment tous ces détails là-dessus. Donc vraiment, quand tu achètes 6 bouteilles de Coca versus, je sais pas, 6 canettes, j'aurais pu choisir une autre marque Coca, merde. Oh, ce jugement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il reconnaît, tu vois, verre versus canette. Et en fait, juste après la caisse, tu as des conteneurs pour recycler avec cette reconnaissance. Ouais. Concrètement, elle est venue d'où l'idée? Elle est venue de là, en fait. Hein. Okay. Nous, on s'est clairement inspiré de l'existant. Dans les pays germaniques, typiquement c'est qui les bons élèves? Les pays scandinaves, ils n'ont jamais vraiment abandonné la consigne. Plein de raisons, hein. Donc c'est culturel mais aussi légal, en fait c'est inscrit dans la loi. Donc il y a une obligation pour tous les brasseurs et tous les metteurs en marché de boissons de s'inscrire dans le système qu'on appelle FOUND. Et via justement la mise à disposition de machines dans les supermarchés en général pour pouvoir encourager les gens à rendre et déposer leurs bouteilles, leurs canettes, etc. C'est en général... Alors, il y a du recyclage, mais en Allemagne, c'est de la consigne. Et quand tu rends, on te donne en fait un bon d'achat. C'est en général ça. Et nous, on s'est vachement inspiré de ça en disant, déjà, on va l'étendre à d'autres contenants. Pourquoi que la boisson consignée? Donc, on l'a étendu à la restauration parce que la vente à emporter est un gros vecteur de déchets d'emballage. Et 2, avoir un bon d'achat, c'est pas forcément ce que tu as envie. En fait. C'est la question que j'allais te poser. C'est peut-être plus intéressant pour les commerçants, mais moins nous, end-users. Ouais, exactement. Mais en 2018, tu parlais de la genèse tout à l'heure, on a clairement fait ça.
On a mis notre machine chez un Biocoop. On a consigné tout ce qui était rayon traiteur et vrac. Et on remboursait via un bon d'achat. Mais le bon d'achat était dématérialisé sur l'app mobile Bibac. Quelle innovation déjà. Je dis ça parce qu'à l'époque... 2018, hein, tu dis. Exact. Ouais, mais moi j'étais en stage dans une société qui faisait comment on appelle ça, des chèques cadeaux. Ouais. Et en fait, l'innovation, c'était juste de dématérialiser, quoi. Et c'était déjà une énorme avancée. Bon, on a déjà bien mis les pieds dans le plat. Allez, j'allais dire, avant de passer sur toi, parce que j'ai vraiment envie de connaître ton parcours et comment t'es arrivé là, est-ce que t'es écolo ? Ouais, moi franchement, c'est cool dans mes veines. Depuis toujours ? Non. Pas du tout. Franchement, quand on creuse un petit peu mon parcours, je suis passée par 4 ans sur une plateforme pétrolière. Donc, ouais. Non, je suis pas c'est ça, tout écolo depuis toujours. Comment ? Ça a été le déclic ? Oui. Okay. Carrément. En fait, alors si on parle de moi, qui je suis... On parle de toi, là. Ouais. Dans la tête non, mais on est obligé de parler de ça parce que je suis franco-algérienne. Et on a vécu plein d'aventures avec mes parents. On a quitté la guerre civile en Algérie. Donc t'es né là-bas. On est allé vivre à Montréal au départ. Donc tu parles du Canada, moi aussi. Trop drôle. Je savais même pas. On n'a pas parlé de ça. Et du coup, on y a vécu 1 an quand j'avais 1 an et demi. Donc je m'en souviens pas beaucoup, mais voilà. Mes parents ont fui le pays parce que trop froid. Enfin, juste. Là, on parle pas d'Algérie, on parle du Canada. Voilà. Alors, quand tu dis fuis le pays, je me suis dit, attends, mais okay. Non, on a fui l'Algérie, puis le Canada, et finalement, ma mère est en fait française aussi. Okay. Donc, moi, je suis née avec la double nationalité, et du coup, on s'est dit retour en France, puisqu'on avait quand même pas mal de familles. Mm-hmm. Pourquoi je te dis ça ? Parce que quand tu vis tout ça, toutes ces galères, l'écologie, c'est pas ce qui est le plus important. Le plus important, c'est de s'intégrer dans un nouveau pays qui n'est pas forcément accueillant. Moi, au départ, on a vécu à Lille. On est en 92. On parle de racisme aujourd'hui. Avant, c'était pire. Mais c'était banalisé, quoi. Enfin... C'était banalisé. Alors, même si aujourd'hui, on revient sur une banalisation, mais avant, c'était grossier, en fait. Aujourd'hui, c'était sous forme de blague presque ou de. Puis même, et puis pour un gamin, moi j'en ai vraiment souffert. Alors je me rendais pas compte que j'en souffrais, mais c'est aujourd'hui que je réalise que waouh, c'était violent. Donc autant te dire que je n'ai pas vécu dans des soucis d'écologie. Et je l'ai cultivé parce que j'ai grandi, j'ai fait des études, je suis allée sur ma plateforme pétrolière et là je me suis dit waouh, mais c'est horrible ce modèle, qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que tu foutais sur cette plateforme pétrolière concrètement ? J'étais ingénieur pétrolier, donc c'était chez Schlumberger au Turkménistan. Moi, mon rôle, c'est d'arriver après que le puits ait été foré, mettre les outils qui faisaient des kilomètres de long, scanner le puits, récupérer de la data et... savoir si ça vaut le coup d'aller... Exactement, analyser les fonds et identifier les zones d'hydrocarbures. Donc moi, mon client, c'était BP, Total, Shell. Je leur disais, écoute, là, voici les zones d'intérêt. Je te recommande de puiser à ces zones-là. Donc il me dit oui, non, en fonction de la... Pourquoi t'as fait ça ? C'était bien payé ? Oui. Alors, je suis diplômée en 2012 de Centrale Supélec. Moi, mon objectif dans la vie, et en vrai, comme beaucoup de personnes en 2012, il n'y a pas de start-up, ou très peu. Et donner du sens... Pas du tout dans l'air du temps. C'est drôle, excuse-moi, je t'interromps, mais tu parlais de 92, je voulais le caler depuis tout à l'heure. En fait, on a avancé. 92, on parle pas d'écologie aussi. Donc tu dis par rapport à ton quotidien, mais en fait, tous les Français non plus. Oui, c'est vrai. Entier, on était moins. Mais excuse-moi. Mais en tout cas, c'était pas évident. L'écologie. Déjà en 92, c'était pas évident, mais encore moins dans ma famille, qui pour le coup n'est pas du tout écolo. C'est moi aujourd'hui. Même aujourd'hui, ils ne sont pas tes parents. Alors si je commence à. T'as des teints. Petite victoire, ils ont une gourde, mes parents. Waouh. Alors ça. Ok, ma mère m'a fait commander la gourde sur Nespresso pour elle. Voilà. Donc, franchement, parce que. Bref, la bouteille d'eau, c'est quand même mieux. Et en fait, pas du tout. Et ils ont compris. Pour moi, c'est une petite victoire. Puis on est adepte des petites bouteilles d'eau en plastique dans les toilettes.
En Afrique du Nord. Mais c'est ça, mais parce que c'est synonyme de réussite, de succès, de richesse, et voilà, enfin, il faut déconstruire en fait les croyances. Et la quête de sens, tu disais qu'à ce moment-là, tu sors d'études, on n'y est c'est pas du tout. Non, et pour le coup, c'est pas propre à Yasmine, c'est franchement généralisé. Donc, l'objectif, c'est faire carrière, gagner beaucoup d'argent. Et moi, mon driver, c'était l'exotisme et l'aventure. Donc, ce que je ne voulais pas faire, c'était bosser à la défense. Ah, j'allais dire, dans un bureau défense. Ah, horrible. C'était mon truc, le truc qui me donnait des boutons. Donc, je me suis dit, allez, quel est le meilleur métier pour être sûr de ne pas être en France et pas à la défense? Pétrole. Normal, logique. Ok. Voilà, enfin, c'est tout bête comme choix. Mais honnêtement, je regrette pas. Même tes stages étaient drivés par ça? Ouais. Ok, donc oui, c'était parce vraiment... que ma 3e année donc à Centrale, j'ai fait Master Énergie, spécialisation énergie fossile. Donc ouais, j'étais vraiment fait là-dedans, quoi. Mais parce que ça... Bien dans le fond, là. Ouais, j'ai vraiment construit bâti une expertise autour de ça. Mais parce que j'étais un peu intriguée par le pétrole. Parce que on dit toujours pétrole, énergie fossile. L'or noir. Voilà. Et en fait, j'avais envie de comprendre. Mais c'est quoi le pétrole? Pourquoi c'est si mauvais, etc. Et j'avais envie de maîtriser le sujet, tout simplement. Combiné à une volonté d'exotisme, je me suis retrouvée là, quoi. Ça a pris combien de temps avant que tu peut-être déchantes? Parce que dis-moi, hein, si je me trompe, si j'ai bien compris, il y a le côté argent, mais qui est le côté social, en fait, qui est de te dire que tu fais partie peut-être de... je sais pas si c'est de la haute société, mais en tout cas, ce à quoi tu aspirais quand tu étais plus jeune et tu voulais avoir un bon niveau de vie. Et en même temps, il y a ce sur quoi tu travailles qui t'intriguait. Ouais. Est-ce que les deux se sont arrêtés en même temps? Est-ce que tu t'es dit, ok, en fait, je peux gagner des thunes, mais comme ça m'intéresse pas? Elle est où la limite? Ou est-ce que c'était vraiment écolo? À la base, c'est écolo. Okay. C'était pas... faire du mal à notre planète, selon toi? Ouais, c'est ça. Non, mais franchement, c'était terrible. Hein. J'étais sur ma plateforme. Donc, une fois qu'on avait décidé avec Total la zone où il fallait faire exploser le puits pour récupérer le pétrole, j'y allais. Et c'est moi qui appuyais sur le détonateur et je sentais les vibrations. Et ça, ce sentiment, chaque fois que je le faisais, j'avais l'impression de détruire chaque fois la planète encore plus. Et je me suis dit, mais tout ce que je fais, c'est irréversible. Et en fait, j'étais mal quand je revenais sur la base parce que j'étais expat. Je traitais le cas et tout. Je me suis dit, mais franchement, c'est pas ma place. Il y a aussi un autre déclic, c'est les collègues qui ne me ressemblaient pas du tout. C'était vraiment des ricains, des Américains et des mecs d'Amérique latine. C'était, le Far West, quoi. Les mecs... Drivés par quoi, ces mecs? Que l'argent. Que l'argent. Mais franchement, c'était pourri, quoi, ce milieu. Très, pas misogyne, très masculin et argent. Aucune valeur. Et en vrai, je me suis dit, mais non, moi, mes valeurs, c'est pas ça. Okay. Donc, écologie, puis argent, c'est nécessaire. Enfin, j'ai toujours eu le besoin d'avoir un minimum, mais plus j'avançais dans ma carrière, plus mon salaire descendait. Parce que je réalisais, aujourd'hui, j'ai jamais aussi peu gagné de ma vie, en fait. Ok. Je croyais que tu... Non, ok, en changeant de job, ok. Ouais, j'ai fait Schlumberger, McKinsey, exactement. Mon salaire a diminué tout le temps. Donc là, j'ai jamais aussi peu gagné de ma vie et mon sens a augmenté. Donc en fait, mon why est très fort, en fait, ce qui m'anime au quotidien. T'étais fière ou t'avais honte de dire que tu bossais dans le pétrole? Non, je suis hyper fière, je suis toujours hyper fière parce que c'est dur. En fait, c'est un métier, mais... avant de... En fait, pour la petite histoire, pour être embauché chez Schlumberger, il faut passer 10 entretiens. Après les 10, donc déjà, ils te disent oui, non. Quand ils te disent oui, t'es là, waouh. C'est pas fini. Parce que là, t'as une prépa de 5 mois où ils t'envoient soit en Sibérie, soit au Texas. Donc, moi, j'ai fait les deux pour faire une prépa pour te pousser les limites physiques, mais aussi intellectuelles. Donc, en fait, j'étais hyper fière, quoi. À la fin, on te dit, bon, ok, t'as validé ta période d'essai. Chez eux, c'est ça, la période d'essai. Et tu vas au Turkménistan. Donc, parce que je savais pas, en fait, où j'ai été allouée. Tu trouves ça juste, excuse-moi, hein. Je trouve ça normal de devoir passer 10 entretiens pour un job, à part la NASA, et encore, je sais même pas s'ils en font 10.
Tu fais passer 10 entretiens, toi? Non. Tu fais passer 10 entretiens à même ton conjoint ou des potes? Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est démesuré. Après, comme quoi, je suis peut-être maso, mais après, je suis immergée, j'ai fait McKinsey et j'ai aussi passé 10 entretiens. I know. Voilà. Donc, pour moi, c'était quelque part la normalité, mais parce que je choisissais des parcours, voilà, d'excellence. Clairement. Donc, des trucs inaccessibles, inaccessibles. La preuve est que non, mais des trucs très compétitifs en tout cas. Ouais, parce que ça me ressemble. J'ai envie de prouver que je peux le faire en fait. Et après avoir fait, en tout cas ça, haut niveau, j'ai presque envie de dire, c'est pas du sport de haut niveau, mais c'est presque... Bon, en tout cas, t'es allé dans les ligues, que ça soit du pétrole, que ça soit ensuite une des plus grosses boîtes de conseil en strat, donc McKinsey. À quel moment la valeur, elle arrive, enfin la valeur, le why, à quel moment tu te dis en fait, je suis allé choper exactement le 0,001% des gens qui y arrivent, et elle est où la limite? Sans passer 3 ans sur McKinsey, mais elle est où la limite à ce niveau-là? La limite de à quel moment tu décides de partir? À quel moment tu te dis c'est bon, en fait c'est pas ça qui me... Ah oui. Tu vois, ton objectif tu l'as rempli. Ouais. Alors, il y avait quand même un sentiment d'inaccompli, j'imagine. Si alors mais complètement. Tu serais resté, pardon. Ouais, c'est ça. Et en fait, il faut déjà expliquer pourquoi après Schlumberger, j'ai fait McKinsey. Parce que bon, t'as un déclic écologique, tu penses pas à McKinsey naturellement. Et en fait, après Schlumberger, je me suis posé pas mal de questions. J'ai quitté Schlumberger quand c'était la crise pétrolière. Donc, un plan de départ. Donc, je voulais partir. J'ai monté un parti politique avec des amis. Donc, on s'est présenté au Régional 2015 et... Non. Ouais. Mais ça, tu me l'as dit pas en cours. Mais attends, Yasmine, quel était ce parti? Ça s'appelait Génération Avenir, qui n'existe plus du tout. Okay. Mais en fait, on s'est dit, avec des potes, t'as pas besoin d'être politique pour faire de la politique. Les idées peuvent avoir des idées, ouais, voilà, ils peuvent aussi venir de la jeunesse qui veut aussi renouveler aussi ces trucs très conservateurs et traditionnels. Et donc il y avait franchement de tous bords. Bon, c'était essentiellement des gens de gauche, on va pas se mentir. Et moi, j'étais en charge de toute la partie énergie renouvelable, dont les déchets. Et donc je me suis à ce moment-là intéressée à la gestion des déchets en Île-de-France. Et je me suis dit, wow, il y a un problème en fait. Et en fait, j'ai commencé à ce moment-là à m'intéresser au sujet. En parallèle de Mac ou Alors, c'est toujours resté dans la tête, mais là, je suis pas chez Mac. Hein. Ok, donc je parle, oui, de... Putain, tu viens de me le dire. Non. Schlumberger, Génération Avenir. Génération Avenir. Ça, que j'ai monté en parallèle de Schlumberger. D'accord, en fait, voilà, sur la avant fin. de partir. Ouais, voilà. Okay. Sur la fin, j'étais plus motivée. Donner un peu de sens. Puis même, je m'ennuyais, quoi. Enfin, j'avais quel âge? J'avais à peine 25 ans. J'étais pleine d'énergie, pleine d'entrain. La crise est arrivée du jour au lendemain. Bam, t'as plus rien à faire. Donc, je me suis bien occupée. Et donc, on s'est présenté, voilà. Et je me suis dit, bon, la politique, c'est pas pour moi. Bon, même si j'ai un ADN... Non, pas du tout. T'es le dernier. Sinon, tu l'aurais calé à un moment. Non. Et je me suis dit, la politique, c'est pas pour moi, même si je reste profondément... Enfin, c'est un driver aussi chez moi. Mais moi, j'ai envie d'agir. J'ai pas envie d'en faire ma vie. Donc, là, je me suis dit, en fait, j'ai envie de monter ma boîte. Mais j'ai pas de skills économiques, business, financières, tout ce que tu veux. Donc, comment se former rapidement? McKinsey. Donc là, je me suis dit, je vais faire du conseil en strat. Donc, je l'ai fait vraiment dans cette optique-là. Hein. C'est l'école qui va me former à monter ma boîte. Okay. Et en vrai, meilleur choix. T'as fait combien de temps chez Mac? 2 ans et demi. Putain, quand même, hein, je suis désolé, mais pour monter ta boîte et devoir passer autant de, je sais pas combien c'est d'entretiens, être en compétition avec... Il y a des voies plus simples, quoi. Mais toi, tu t'es dit, je vais choper les meilleurs bagages possibles parce que t'as fait une corrélation de nombre de personnes qui sortaient de chez Mac et qui ont monté des boîtes? Non, mais tu disais tout à l'heure pourquoi il y a beaucoup de personnes chez Mac qui montent leur boîte. Parce qu'une des grosses valeurs piliers de McKinsey, c'est l'entrepreneuriat. C'est drôle quand même. Et en fait, non. En fait, moi aussi, je me suis dit, mais pourquoi? Donc, j'ai creusé, j'ai commencé à appeler les gens qui étaient... Enfin, j'avais aussi croisé pas mal d'alumni, je sais plus pourquoi. Et en fait, ils me parlaient de McKinsey avec des étoiles. Et tu vois, si on parle un peu de McKinsey, j'aurais aussi des étoiles. Enfin, en fait, ça me fascine. T'as appris
quoi là-bas? T'as dit que tu voulais rentrer pour l'école du business. Ouais. Mais je pars du principe que vraiment, il y a des notions, soit tu les apprends sur le tas, genre, je suis sûr que tu as découvert plein de choses via Bibac et quand tu as vraiment créé ta boîte, ou on peut être aussi autodidacte. Qu'est-ce que ça t'a donné en plus et est-ce que c'est pas de la confiance in fine? Alors, la confiance, certainement. Ok. Et c'est pas que McKinsey, c'est aussi Schlumberger, c'est les deux. Mais si, en fait, il y a vraiment des concepts théoriques qui sont pas si théoriques que ça. Okay. En fait, la structure, être structuré à l'écrit, à l'oral, dans ta façon de raisonner, combiné à du 80-20, en fait, savoir faire des choix avec de l'impact. Si tu peux. Bah, le 80-20, c'est te dire que je vais pas résoudre un problème à 100%, mais je vais traiter 80%, la part qui va avoir 80% d'impact dans mon résultat. Et ça, c'est d'être clairvoyant dans tes priorités. Et quand tu entreprends, tu passes ta vie à faire du 80-20. Tu as des problèmes dans tous les sens des solutions. Question et tu fais, de productivité, de ouais, priorisation. en fait, c'est tu priorises pour être plus efficace. Comment? Je dis choses que je ne sais pas encore faire, comme synthétiser, être concis et prioriser. Donc ça, on te l'apprend aussi. Et pourquoi entrepreneur et McKinsey, c'est pas si éloigné? Parce que tu as plein de problèmes en même temps, tout le temps. Et parce que tu bosses comme un taré. Alors c'est ça où tu vois, j'ai lu un truc récemment. Il y avait une vidéo, bon, on va pas donner de nom, on s'en fout, mais des gens qui disaient que en gros, quand tu es entrepreneur, je crois que tu as un peu 5 valeurs piliers dans ta vie, la famille, l'amour, bref. Et on te disait que quand tu es entrepreneur, tu peux en choisir que 2. Donc genre comme si tu devais occulter plein d'autres choses. Et j'ai l'impression que quand tu dis travailler dur, à titre perso, je te l'ai dit, je suis fatigué, je travaille dur, je fais... c'est simple, je fais un podcast par jour sur un mois, donc ça bombarde. Ouais. Mais en même temps, j'adore. La réalité, c'est que si je pouvais faire 5 heures de podcast avec toi, oui, ça me prend du temps, mais ce qui me fait chier, c'est de répondre à mes mails, de faire du montage, ça m'emmerde. Et donc, du coup, j'estime travailler dur, mais en même temps, je suis sûr que tu me mets chez Mac, parce que moi, je pense que j'aurais un peu moins de sens, en tout cas, dans des métiers de conseil ou bosser pour quelqu'un. Mais en fait... l'effort couplé au pain que c'est pour moi la compta, il serait trop... Et là, je te dirais, je travaille beaucoup. Ouais, bah alors, hyper d'accord. Et c'est pour ça que je suis partie au bout de 2 ans et demi. En fait, au début, tu travailles beaucoup, mais parce que pour te prouver que tu es à la hauteur, parce que tu apprends énormément. Moi, je suis quelqu'un, j'ai soif d'apprendre au quotidien. Mais surtout, tu as des collègues, mais tellement intelligents. Mais, voilà. Et moi, ça me nourrit. Mais c'est l'humain, en fait. Ah oui, bah carrément. Parce que avant de rentrer chez Mac, est-ce que tu doutes quand même? Tu te dis, est-ce que je vais y arriver? Mais tu doutes toujours. Mais même quand tu pars, tu doutes. Tu dis, mais en fait, j'étais la plus nulle des plus forts. C'est pas mal déjà. Ouais, non, mais c'est un peu quand tu vas en prépa, tu vois. Enfin, t'as fait prépa, ouais. Ouais. Ok, mais c'est ça ce truc de... J'ai l'impression, dis-moi si je me trompe, qu'à chaque fois, t'as voulu repartir presque de zéro en te disant... je n'ai pas ma place auprès de ces gens, mais on va voir si je peux y arriver. Ouais, est-ce que cette courbe... Sauf maintenant. Non, mais même aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a des entrepreneurs qui te regardent, même tu le vois pas, mais avec des yeux en mode inspiré. Et pour autant, est-ce que tu t'estimes dans la meilleure des entrepreneurs ou est-ce que tu t'estimes comme la plus nulle des... Ah, c'est trop drôle. Ouais, en fait, je fais partie du galion. Et j'ai souvent le syndrome du complexe d'infériorité. Tu sais, au Galion, ils ont tous fait 2-3 exits, ils font je sais pas combien de chiffres d'affaires et tout, et moi j'arrive, salut, faites l'impact, l'économie sociale et solidaire. Si, mais en fait, j'ai toujours cultivé ma différence. Okay. J'aime bien les différences. Tu te dénigres pas forcément à ce niveau-là? Non, je fais pas des sources de... Non, moi ça me tire vers le haut. Ouais, c'est ça. Ouais, complètement. Okay. Enfin, en fait, j'adore être inspirée. Tu vois, je comprends pas les gens jaloux. Je dis, mais juste, inspire-toi, fais pareil, et kiffe. Ouais, mais je pense que c'est, dis-moi si je me trompe, si on fait un minimum de psycho, c'est des gens qui n'ont pas confiance en eux et qui se disent qu'ils sont pas capables. À la différence où toi, tu vois des choses. Moi, je vais te donner un ordre d'exemple. Bon, t'es pas marocaine, mais tu dois connaître Gad Elmaleh quand même. Oh bah quand même, tout le monde connaît Gad Elmaleh. Depuis tout petit, je connais tous ces sketchs par cœur, je les regarde et tout. Bon, déjà, je touche du bois, mais normalement, on va le recevoir. Mais au-delà de ça, j'ai commencé le stand-up il y a 2 ans et j'en ai 29. Et il a fallu que je passe par une dépression pour me faire du stand-up. Et en fait, une fois sur scène, donc déjà, j'ai kiffé. Bon, c'est beaucoup de travail, mais surtout,
je me suis toujours dit c'est inaccessible. Je le regardais avec des yeux de genre waouh, mais jamais je me suis identifié en me disant c'est possible. Ouais. Et ce truc-là que j'essaye de capter depuis tout à l'heure en toi, à chaque fois tu vois un challenge et tu te dis au pire, en fait qu'est-ce que tu te dis? Au pire, si j'y arrive pas, c'est pas grave. Alors moi déjà, tu vois, c'est bien écrit Sky is the limit. Je n'ai 0 limite. Pour moi, tout est possible dans la vie. Mais alors, et le pire, c'est quand on me dit tu n'y arriveras pas, je fais ok. Source de motif. Ouais. Ok. Non, mais franchement, je dis pas que je suis la plus forte et tout, mais parce que quand on veut, on peut. On m'a vraiment éduquée comme ça. Moi, mon père, nos valeurs, c'est le travail. Le travail et être cultivé, parce qu'il y a que ça qui va faire qu'on monte dans la société. Et quand j'arrivais avec 18 et qu'il me disait c'est qui le premier, il a 19, c'est nul. Tu vois mais c'est drôle, et dans ce cas-là, je te pose cette question, mais est-ce que tu as des choses à prouver, et si oui, à qui? Non, mais il y a des blessures de l'enfance, évidemment. Enfin, là, on fait de la psychologie. On l'a fait. Moi, je peux te dire que mon père me disait ils sont où les 2 points qui te restent? Mais même à ma sœur l'a beaucoup plus mal vécu que moi. Moi, je l'ai mal vécu, on s'engueulait. Ma mère est prof, hein. Elle disait c'est bien, mon fils, continue comme ça. Et tu vois, c'est 2 trucs où aujourd'hui, tu regardes, tu essaies de te dire attends. Donc en fait, je cherchais l'approbation de mon père alors que ma mère me l'a toujours donné dès le départ. Mais donc, tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être une revanche aussi de la vie parce que c'est pas que mon père, mais c'est d'où on vient. T'as galéré et en fait, on t'a toujours mis des barrières. Tu pourras pas, pour X raisons. Ouais. Et non, quoi. Enfin, en fait, c'est des choses qu'on t'inculque et moi, je me suis refusée de les croire. Parce que justement, mon père me disait que c'était possible et que en se battant, on y arrivera. Maintenant que j'ai 35 ans presque, c'est dur de dire ça. Je ne t'ai pas demandé ton âge. Ça fait partie de moi en fait. J'ai grandi comme ça et j'arrive pas à penser autrement. Après, c'est sûr que c'est parfois un peu pénible parce que toujours plus. Tu vois, je célèbre pas les succès. Ouais. T'aimes pas recevoir des compliments? Je ne sais pas recevoir les compliments. Merci. Et les gens pensent que c'est autre chose. Ouais. Et les gens me disent, mais en fait, t'as tellement confiance en toi que En fait, ils l'interprètent mal. Ils pensent que je le sais et que... mais pas du tout. C'est en fait... je sais pas. Et pour savoir juste ça, après j'arrête de t'embêter là-dessus, promis, mais est-ce que par les valeurs que t'as inculquées, donc j'entends beaucoup ton père dedans, est-ce que lui t'a renvoyé, par exemple, que ce que tu fais aujourd'hui, il est hyper fier et il te trouve incroyable, ou au contraire t'attends qu'ils te le disent Ah non, mes parents m'ont dit assez tard qu'ils étaient fiers de moi. Je pense au Turkménistan. Ils se sont dit mais c'est une tarée. Et après ils ont dit bon quand même chapeau. Après ils ont fait un truc que moi personnellement je ne ferai pas avec mes enfants, c'est qu'ils m'ont comparé à mon frère et à ma sœur. Moi je suis la plus grande. T'es l'aînée. Et du coup y a plus mon frère et ma sœur qui en ont souffert de « Ah, mais arrêtez !» En fait, ils m'ont toujours vu comme l'excellence et donc j'ai interprété ça comme de la fierté quand même. Bien sûr. Aujourd'hui, oui, ils sont fiers, mais ils me disent « Tu sais, il n'y a pas que ça dans la vie. » Maintenant, ils me remettent dans le « Bon, ok, arrête de prouver des choses, quoi. Profite de ta famille, de tes amis, de toi, en fait. » Bien sûr. Ouais, et célèbre tes succès. Arrête d'aller chercher toujours plus haut, toujours plus fort, quoi. Et tu y arrives? Non, franchement, ça, c'est... Tu travailles là-dessus? Genre, par exemple, t'arrives à te poser par moment Pas trop. Pas trop, parce que t'es un peu dans le tourbillon du quotidien. À quel moment tu dis, bon, on arrête de vouloir toujours plus haut, toujours plus fort. Franchement, j'arrive pas. Et je pense qu'un des échecs aujourd'hui de ma vie, si je fais une photo, c'est de pas penser assez à moi, en fait. Ok. Et Bibac, c'est pas toi, en fait? Bah si, enfin... Tu as laissé de toi dedans. Mais Bibac... Ouais. C'est pas quelqu'un de physique. Ouais, c'est ça. Bah, tu vois, c'est l'impression de confondre pas mal de choses. Bah, tu vois, tout de suite, je t'ai dit, si, c'est moi. Bah, en fait, non, c'est pas moi. Donc, ouais, je consacre beaucoup de ma vie à Bibac, ouais. Bon, allez, parlons entrepreneuriat. Ouais. Racontons à Bibac le lancement. On en a un petit peu parlé. Donc, c'est 2018, c'est ça? Ouais. 2018, lancement. Donc, c'est quoi la V1? C'est avant de monter toute cette machine. Comment ça se passe, en fait? Alors, comment ça se passe? C'est déjà la rencontre avec mon associé. Donc, je sors de McKinsey convaincue que je veux monter une boîte dans l'impact et dans l'économie circulaire.
Comment on cherche Comment on cherche un associé? Est-ce qu'on le cherche? Question. C'était ma plus grosse angoisse, ça. Tu voulais pas faire ça seule? Ah non. Ah non, quand Pourquoi? on me connaît... Mais parce que je sais pas réfléchir seule. Moi, je suis vraiment dans le Ping-pong. extraverti, ping-pong. Je réfléchis en parlant. Putain, pourquoi on n'a pas monté une boîte ensemble, Yasmine, là? On s'était bien entendu, mais vas-y, continue, je bois tes paroles. Et du coup... Ouais, donc... En fait, je sais plus qui j'avais rencontré m'a dit la clé, c'est d'en parler tout le temps. Parce que, en fait, c'est contre-intuitif, t'as pas trop d'idées, mais il faut trop en parler. Bah ouais, mais je vais parler de quoi, en fait? Bah, ça ouvre les chakras, en fait. Ouais, c'est ça. Et en fait, il faut un peu enlever cette espèce de... Parce que moi, on m'a toujours appris de... Tu parles que quand t'es sûr et quand t'as un plan, voilà. Parler juste de bribes d'idées un peu folklore, ça me ressemblait pas. Et à un moment, je me suis dit, mais ouais. Et je suis allée parler à des gens que je ne connaissais pas à la base. Au départ, je parlais pas trop à mon entourage. Je me suis dit, je vais me tester avec les gens que je connais pas. De toute façon, ils me connaissent pas, ils vont pas me juger, voilà. En fait, c'était la meilleure idée. Donc, j'ai assisté à des conférences. Avoir des retours bruts. Ouais, c'est ça. Je me suis pas mal inspirée dans des conférences d'économie circulaire, toujours déchets. Et puis, du coup, ça a aussi affiné mon idée au fil de l'eau et au fil de mes rencontres. Et un jour, j'assiste à un meet-up qui s'appelle Entreprendre au féminin. Là, je pitch mon embryon d'idée et il y a une nana qui me dit « Tu devrais trop rencontrer Lucas, il a la même idée que toi et puis je sens que vous pouvez bien matcher. » Je suis allez, go. De toute façon, je m'interdisais rien à ce moment-là. Et du coup, je suis allée le voir et on a graffité. Et ben justement, je saisis l'opportunité. Il n'y a sûrement pas eu 10 entretiens, mais il y a eu un truc hyper important que vous avez fait. Tu vois de quoi je parle ou pas? Non. Le test MBTI. Ouais. Ça, je trouve ça hyper important. Je me dis, mais je vais aller plus loin. Ouais. Est-ce qu'on devrait le faire avec son conjoint ou sa conjointe? Mais tellement. Enfin, moi, j'ai essayé avec mon conjoint, mais lui, il est pas du tout dans ce délire. Me dire, là, mais c'est bien. Hein. C'est aussi pour ça que ça vous, faut être complémentaire. Et d'ailleurs, le mariage amoureux, quand je dis mariage, l'association amoureuse versus l'association business. C'est pareil. C'est pareil? Ouais. J'allais dire parce que peut-être qu'il y en a un qui... Non Non, franchement, alors c'est pareil. Donc Lucas ressemble à ton conjoint. Non, mais pas du tout. Alors, loin de moi l'idée. Alors non, justement. C'est un autre équilibre. Entreprendre avec son mec, c'est la pire idée. Non, en revanche, faut savoir communiquer. Il y a des complémentarités, il y a des sensibilités qu'on doit percevoir. On doit savoir parler, savoir se comprendre sans parler. Et puis on passe énormément de temps ensemble. On traverse des galères comme des succès. Excuse-moi du peu, mais ça ressemble quand même pas mal à un couple. Et puis nos collaborateurs, aussi. Ouais, et nos collaborateurs sont nos enfants en fait. Tu parlais de management et d'éducation, c'est un peu pareil quoi. T'as la responsabilité, tu dois leur parler de manière constructive, communication positive. Enfin voilà, pour moi, il y a beaucoup de similarités. Ouais. Et le MBTI, il a ressorti quoi? Donc c'est un test de personnalité. Ouais. Qui est assez utilisé notamment dans les boîtes de conseil. Ouais. Et aujourd'hui aussi dans l'entrepreneuriat. Ça a été quoi les résultats? Alors les résultats, donc je vais vous dire, moi je suis ENFP. Oui. Donc, voilà. Et explique-moi. Voilà. E pour extraverti. Donc extraverti, ça veut pas dire que voilà, là, je suis tout feu tout flamme. Non, pas du tout. C'est que je puise mon énergie à l'extérieur des autres. Donc c'est pour ça que je réfléchis que en parlant. J'arrive pas, moi, devant une feuille blanche Alors, parfois, oui, quand c'est cadré, mais je suis beaucoup plus productive et créative avec les autres. C'est juste, j'ai l'impression que c'est antinomique avec McKinsey. Alors, peut-être je me trompe, non? Ouais, non, je pense que c'est des idées. En fait, il y a, je pense, moitié-moitié. Ok, il y a aussi du taf collectif. Ah ouais, non, mais tellement collectif. Okay. C'est ma vie avec en meeting. Okay. Après, quand tu crunch de la data, ouais, sur ton Excel, t'es tout seul. Là, pour le coup. Ça te faisait chier? Ah bah grave. C'est les pires moments. Donc, NFP. Ouais, N, alors je me souviens plus du terme, mais c'est le fait de quand tu traites un problème, tu le traites en entonnoir, tu vois la big picture et après tu vas dans le détail. Donc moi, je suis clairement N.
L'inverse de N, c'est S. Donc, je me souviens plus de la signification. Mais le S, c'est les gens, tu sais, qui commencent par le détail. Oh, alors ça, moi, je peux pas bosser avec C'est ces Lucas gens-là. ou pas? Pas du tout. Non, ok. Bah non. Autant le E et le I, le extraverti et l'introverti, ils peuvent bosser ensemble parce qu'ils sont pour le coup complémentaires. Mais le N et le S, laisse tomber. Moi, j'arrive pas à parler à des gens qui sont butés sur un détail. Ok. C'est mon fameux 80-20, exagéré. Ensuite, E, N, F. Alors, F, je l'adore celui-là, c'est feeler versus thinker. F versus T. Moi, je suis feeler plus. Gut feeling, pas forcément du pragmatisme parfois, mais des choses que tu ressens. Il y a ça, mais t'es aussi dans le people. Okay. T'es l'affect. En fait, ça drive pas mal tes choix et du coup, parfois, c'est un peu le relou. Et pour le coup, Lucas, il était thinker. Et là, c'est très bien. Ouais. Parce que pour les collaborateurs, il faut... Exactement. Mais c'est marrant, lui, il voit pas des trucs. Je dis, mais clairement, il y a un problème. Ouais. Et inversement, tu vois. Okay. Inversement, arrête de mettre beaucoup d'affect là-dedans. Il y a rien, en fait. Ça, c'est très cool d'être équilibré. Ouais. Non, et puis, moi, les trucs qui m'empêchent de dormir en tant que dirigeante, c'est les gens. Les collaborateurs. On va débouler dessus juste après. Ouais. Et le dernier, c'est P versus J. Je ne me souviens plus du tout du terme, mais P, c'est les gens qui ne sont pas très organisés. Et J, c'est les gens qui sont rigides dans l'agenda et tout. Donc moi, je suis P. Ouais, mais t'aimes bien passer du coq à l'âne ? Du coq à l'âne, d'avoir plein de projets en même temps ? Non. Non, tu préfères focus sur des trucs? Ah si, je suis hyper multitasking, mais ça veut pas dire que je l'ai perdu. En fait, je reviens toujours à mon fil et voilà. Et ton calendrier, si tu me le montres? C'est le bordel. Ah ouais? Ouais. Le fait qu'on est décalé 2 fois. Non mais t'inquiète, parce qu'en fait, je sais plus qui m'a dit ça récemment. On m'a dit, mais toi, je sens que t'es hyper mal organisé. Et je l'ai regardé en mode, si tu savais à quel point ça me procure du stress de devoir... Mais en même temps, j'adore de passer... Je pense que j'ai 6 projets en même temps. Et le podcast en est 1. Donc, il y a vraiment d'autres choses. Et en fait, non, j'adore. Je mets des couleurs. Et genre, mes calendriers, ils feraient peur plein de personnes. Mais moi, ça me rassure. Je les comprends. Ouais. Bah oui, c'est des rappels pour moi. Tous mes mails non lus, c'est des to-do. Ouais. C'est pas parce que j'ai 3 mails non lus et que, tu sais, il y en a, ils veulent être à 0 inbox. Moi, je sais que c'est une to-do. Ouais, bah moi, c'est pareil. Et du coup, oui, mon calendrier... Alors, tout le monde dirait que c'est le bordel. Mais déjà, je le comprends, c'est l'essentiel. Ouais. Et 2, c'est un arc-en-ciel, quoi. Ok. Il y a plein de couleurs dans tous les sens, mais je me comprends. Mais toi, ça te parle direct quand tu vois ces couleurs. Tu sais les priorisations. D'ailleurs, tu vois, je suis P, mais je crois que je suis dans la boîte l'une des rares personnes qui n'oublie jamais rien. Mais jamais, jamais, jamais. Après, j'ai une super bonne mémoire et les gens me disent « Waouh, c'est un truc de ouf ». Tu connais l'hypermnésie ? Non. Non, c'est l'inverse de l'amnésie, du coup. Ah, okay. C'est un vrai truc que moi j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Ouais. Et je sais pas si t'as des souvenirs, t'as des souvenirs précis. Ouais. Genre. Ouais. Limpide, quoi. Mais oui, parfois il y a des gens, ils me disent là il y a 4 ans, et je fais oui, tu mangeais ça, et puis tu t'étais habillée comme ça, et puis ils me disent mais t'es flippante, quoi. Pareil, les chiffres, je me souviens de tout, quoi. Ok, très bien. Mais pour moi, c'est normal. Avant de parler, donc du coup, association, bon, on est dans l'humain. On va en parler rapidement sur le management, mais j'ai quand même envie de repartir sur l'évolution de Bibac et surtout tout ce que tu vis ces dernières années, parce que je crois que c'est assez mouvementé. Mais t'es maman, t'as un enfant, c'est ça? Ouais. Ok. Et jeune maman, il me semble, et en même temps, donc t'es jeune maman de... Combien vous êtes chez Bibac? Là, on est 30. C'est quoi les points de ressemblance et c'est quoi les limites où tu te dis, là, je suis pas dans mon rôle de manageuse, je suis en train de devenir la maman. Or, ils ont déjà tous une maman, en tout cas, je leur souhaite. Ouais, c'est quand j'essaie de surinterpréter le pourquoi cette personne a agi comme ça. Enfin, je vais trop loin dans mon rôle de manager. Alors que cette même personne ne veut pas forcément l'interpréter. Exactement. Ouais. Mais moi, ça m'aide en fait à comprendre les mécanismes de la personne parce que la prochaine fois, j'anticiperai la réaction et je sais comment lui dire, etc. Mais tu vois qu'il y a des gens qui ne sont pas dans ce mindset-là et qui, pire encore, je vais aller te poser la question cash. Est-ce que tu as déjà remarqué des choses chez des gens que eux-mêmes ne remarquent pas chez eux? Oui. Des réactions, Ouais, mais le body language, moi, c'est ma vie. J'adore observer le body language. Ça veut tout dire.
Et c'est pour ça que mon mec, je parle toujours de mon mec et c'est marrant, mais il peut pas me mentir. Je décèle tous les mensonges parce que le body language, c'est difficile de mentir quand t'es bon déceleur de body language. Et en fait, en réunion, j'adore observer les gens. Tu vois, typiquement, quand c'est pas moi qui parle, je regarde tout le monde. Et du coup, j'essaie d'interpréter ce que chacun se dit et les sensibilités. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'anime. Et quand t'en parles avec ton associé, parce que par exemple, voilà, tu dis X, je sais pas, je sens qu'il y a un truc. On fait tout le temps ça. Au débrief, je fais attends 2 secondes, vas-y, je te débrief, ça. Mais je fais tout le temps, mais j'ai raison, quoi. Et non, mais j'allais dire, parce que autant il y a des trucs sur lesquels il va te dire non, mais tu te prends la tête. Est-ce qu'il y a des trucs où 2 mois plus tard, tu le regardes, tu lui dis, tu vois? Mais c'est pas des trucs, c'est tout le temps. Il me dit, au début, il me dit, ouais, bon, et là, il me fait, waouh, c'est chaud, hein. Franchement, chapeau, quoi. Et justement, ça vient du gut feeling, et c'est une énorme force, je pense, que tu as, que je commence à toucher du doigt, qui est de putain de se faire confiance. Que quand tu sens pas un truc ou quand tu le sens, let's go. Je pense à plein de personnes qui passent des entretiens, t'en parlais juste avant. Moi, j'ai adoré passer des entretiens dans des boîtes où on me challengeait de ouf. Et j'ai envie, même la veille au soir, de pas dormir en me disant est-ce que je vais être à la hauteur. Et à l'inverse, j'ai déjà dit ça à ma sœur. De manière, tous les jobs où j'ai commencé le premier jour et que j'ai dit je le sens pas, j'ai démissionné en quelques semaines. Et pareil, ceux qui m'ont peu testé en entretien et qui m'ont recruté, je le sentais pas. Et donc du coup, ce que je veux dire, c'est à la force des expériences. Aujourd'hui, je me dis, même si je saurais pas l'expliquer de manière pragmatique, il y a des choses... Voilà, je vais me faire confiance. À quel moment et est-ce que tu l'as intellectualisé ou est-ce que tu t'es toujours fait confiance en te disant, même si c'est pas cartésien, c'est pas grave, quoi. Oui, en fait, souvent avec mes parents, je leur disais, mais si, maman, je te promets, c'est ça et tout. Et j'arrivais pas à l'expliquer. Et à la fin, ils me disaient, ouais, t'avais raison. Moi, je le savais. En revanche, j'ai pas toujours réussi à convaincre les autres qu'il fallait m'écouter. Parce que tu sais, quand mais t'arrivais à t'auto-convaincre de t'écouter, ça, je le savais. J'étais sûre de moi. En revanche, ma plus grosse frustration, c'est de pas avoir su convaincre tout le monde. Mais va leur expliquer, je sais pas, je le sens. C'est pas rationnel, quoi. Et du coup, je dis, ok, vous allez voir, quoi. Et c'est très frustrant. Disons, mais on aurait pu éviter tellement de problèmes. Ouais, je vois. On avance, parce que là, c'est le bordel. Désolé. Je t'ai fait une liste. Attends, j'essaie de revoir. Bon, ça va, on a abordé quelques parties. J'ai envie de parler de 2 choses. Ouais. J'ai envie de parler, donc on a parlé de la V1, et on n'est pas trop rentré là-dedans, si tu veux reparler dessus, et surtout, pourquoi tu as dit, parce qu'on s'est rencontrés lors d'un event, tu parlais de table ronde que tu as observé au début, du coup, tu en as animé ou tu as participé à cette table ronde que j'ai animée plutôt. Tu as été matrixé par les levées de fonds comme beaucoup de cet écosystème, mais au moins tu l'assumes. Ouais. Raconte-moi un peu ça. Est-ce que dès le départ, avant même de créer votre première machine, vous saviez que c'était... Bah oui, on est en 2018, la Startup Nation naissante. En fait, pour qualifier une startup, on me demandait combien t'as levé et combien t'as recruté de personnes. C'était les 2 métriques. Donc il fallait beaucoup lever. Voilà, il fallait beaucoup lever et recruter beaucoup de personnes. Absurde, en 2024. Mais voilà. Donc nous, c'était des KPI de succès avec Lucas. Donc on savait, as of day one, qu'on allait lever de l'argent. Et on ne s'est pas dit, mais pourquoi est-ce qu'on cherche la renta? Non, quoi, c'est le montant qui comptait. Jamais tu as fait ton business plan en disant, ok, là, on a un gap de trésor et c'est ce montant-là dont on a besoin? On l'a fait. Mais on sait tous que le BP de levée de fonds, mais même nous, on commence à y croire. Mais ils sont tous faux. Oui. Donc, en fait, tu pars de ce que tu veux à la fin mais voilà, et tu fais les chiffres pour ça se mord la queue. Ouais, et puis toi, tu finis par y croire, tu lèves des fonds et donc ils te font confiance pour atteindre ces KPI. Tu les atteins pas, évidemment. Ouais. Il était pipé dès le début. Et en fait, c'est un engrenage. Ça n'en finit pas parce que tu atteins pas tes objectifs. Il faut relever des fonds. Ouais, tu refais la même boulette jusqu'au jour où on dit arrêtez vos conneries. En fait, à partir de maintenant, le métrique le plus important, c'est la renta. Et là, tu dis, ouf, on va peut-être faire un vrai BP. Je l'ai entendu début 2023. On est d'accord. Ouais. Moi qui étais en VC en 2021-2022, j'ai jamais entendu ce genre de rentabilité. Ouais. Donc nous aussi, bon, j'étais en seed. S'ils faisaient des ventes, c'était déjà pas mal. Ouais.
Non, mais début 2023, ça commençait à s'écrouler. On a galéré, quoi. Début 2023 ou fin 2000... Ouais, bon, bref. Fin tard, 2023, quoi. c'est décembre, là. Ouais, Je pense c'est pas. ça. Je pense que c'est plutôt il y a un... Fin 2022. Ouais, c'est ça. Et vous avez levé quand par rapport à votre V1 ? Quand tu dis notre V1, c'est notre premier produit, c'est ça ? Alors, nous, on s'est lancé chez Biocop, donc machine dans un supermarché, calée sur le modèle allemand, en 2018. Et à ce moment-là, on n'a pas levé. On a convaincu, grâce à des PowerPoint, merci McKinsey, Biocop de nous filer 30 000 € pour fabriquer notre machine, prototype et les rembourser. Donc en fait, ça a été vraiment ce qui nous a propulsé, dire on n'a rien mis de notre poche, on n'est pas endettés, on n'est que tous les deux. Ouais. Et on a mis en place notre POC. Grâce concept. Voilà. Et à ce moment-là, on était aussi incubé chez Make Sense, qui aussi a été un énorme coup de pouce parce que chez Make Sense, il y a des mentors incroyables qui sont beaucoup de grands groupes. Donc nous, nos 2 mentors, c'était Chanel et SAP. Et on s'est dit, à ce moment-là, le modèle du supermarché, trop tôt. SAP, c'est un logiciel, un ERP. Ouais, ok. SAP, Oracle, tout ça. Ouais, voilà. D'accord. Okay. Non, mais tu vas voir le lien. Ok. On s'est dit, le modèle d'une machine de consigne dans un supermarché, trop tôt. 2018, laisse tomber. Okay. Pas assez de références, pas trop tôt, alors que Allemagne, Canada, il y a déjà. Alors, trop tôt pour la France. Ouais, okay. ouais, voilà, le consommateur, même si c'est un client de Biocop, il va pas faire l'effort de revenir. Et puis, il n'y a pas assez de références pour devenir un truc... On l'a pas dit, mais Biocop, on se dit que la cible des consommateurs est plutôt celle qui serait le plus à même de consommer, d'utiliser votre machine. C'est plus écolo engagé. Voilà. Okay. Donc, c'est pour ça que pour nous, c'était le POC parfait. Mais même ça, on en a tiré plein de conclusions. En fait, on a eu un laboratoire en conditions réelles. Ça vaut de l'or. Okay. Et on en a tiré plein de conclusions sur notre produit, la machine, et aussi sur notre cible. Et on a compris que ça n'allait pas être celle-là. Ah, intéressant. Et au même moment, on se faisait coacher par des grands groupes qui avaient une cantine chez eux. Et moi, en sortant de chez McKinsey, il y avait un truc qui me rendait dingue, c'était la livraison des Frischti, des Deliveroo en entreprise, et tu avais les poubelles qui débordaient. Et je me suis dit, ce use case, Biocop, il serait incroyable en cantine d'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus le pain de « je reviens à l'endroit où j'ai acheté ». Non, parce que je déjeune tous les jours au même endroit et je vais tous les jours au taf, modulo le télétravail. Mais à l'époque, on ne parlait pas de ça. Absurde de générer autant de déchets dans une entreprise, quoi. C'est comme si chez toi, tu déjeunais tous les jours dans une barquette jetable. Ouais, non ? Bien sûr. Et en fait, j'en ai parlé à mes mentors, ils m'ont fait ouais, allez, on va le mettre en place. Et du coup, on l'a mis chez SAP et chez Chanel. C'est les 2 premiers clients. Okay. Exactement. Et là, c'était le product market fit et ça nous a permis de vendre à des dizaines après. Je trouve ça drôle parce que est-ce qu'ils ont évolué ? Donc, c'est quoi ? C'est les emballages que vous revoyez aussi, du coup, quand tu es rentré chez SAP C'était quoi exactement ce que vous avez vendu à SAP En gros, il y a une cafétéria dans laquelle les collaborateurs vont déjeuner en vente à emporter, des salades emportées, des sandwichs, du café. Avant Bibac, c'était dans des jetables. Et après Bibac, c'est dans des emballages réutilisables qu'on leur fournissait, donc on leur vendait étiquetés et en code et compatible avec notre machine. Okay. Et donc le collaborateur, à la fin de son repas, quand il veut, même pas besoin que la cafétéria soit ouverte, il va déposer son emballage dans notre machine. Okay. Donc au lieu de mettre un emballage jetable à la poubelle, il la met dans la machine. Donc le geste est le même en fait, il n'y a pas de pain. J'ai 2 questions là-dessus, je vais te les poser dans l'ordre. La première est simple, tu te retrouves chez Chanel ou SAP, il y a quand même des attentes, même d'un point de vue standing. Est-ce que vous avez dû itérer sur l'emballage ? L'emballage et la machine. Et la deuxième question, c'est la machine. Comment vous l'avez financée, du coup, la machine ? Alors, est-ce que c'est pas la même que Biocop ? La première, on l'a fait de nos propres mains. Enfin, moi, je suis ingénieure de formation. Oui, c'est vrai. Ça aide, ça, ouais. Ouais, et mon associé, il est très tech dans l'âme. Donc, c'est quoi le profil de Lucas ? On n'en a pas parlé. École de commerce, EM Lyon, Procter & Gamble, financier dans l'âme. Ok, bon. Ok, Procter & Gamble, c'est quoi ? C'est Head & Shoulders, c'est tout, les produits de grande consommation, la lessive et tout. Oui, mais il était analyste financier chez eux. Ok, je vois très bien. Okay. Mais il a toujours été passionné par la tech. Il bossait dans des Fab Labs et tout. Enfin, c'est un peu un geek. Okay. Et donc du coup, on parle les mêmes langages, quoi. Exactement. Enfin, moi, j'ai pas l'impression de pas parler à un ingé, quoi.
Et du coup, on l'a fait nous-mêmes. Donc, elle n'était pas du tout compatible avec l'image d'un SAP ou Chanel. Donc, on s'est dit, OK, il y a plein de problèmes dans cette machine. Elle tombe en panne et tout. Normal, c'est un prototype. Donc, on va acheter une machine allemande existante sur le marché, robuste de 50 ans, et dans laquelle on va plugger notre software. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, votre Inno, c'est sur le soft, la reconnaissance, c'est quoi ? En 2018, 19, 20, enfin jusqu'en 22, c'était ça. Ensuite, non mais qu'est-ce que je dis ? Non, pendant 1 an, on achète une machine existante sur le marché et on plug notre soft. Donc ça, c'est notre valeur ajoutée. Là, on dit, elle est un peu weak, notre valeur ajoutée. Et surtout, on dépend trop du fabricant. C'était trop pénible. Sur la maintenance, surtout. Et donc, on a créé notre propre machine. Donc aujourd'hui, les machines B-Back sont 100% B-Back, produites made in France. Donc le hardware, c'est B-Back et le software, c'est B-Back. Ok, incroyable. Vous avez breveté ça ou pas ? Ou non, Non. La machine, pas besoin. Nous, alors c'est pas besoin, mais le temps que tu vas mettre et l'argent, l'énergie à breveter, on aura le temps de te copier et nous, on aura fait de l'inno. Donc la vraie innovation, c'est votre exécution. Exactement. Mais carrément. Force. Ok. C'était quoi juste le coût de la première machine que vous avez montée avec l'allemand versus la montée chez vous ? Parce que le branding, la sécurité, enfin la fiabilité, c'est super. Mais enfin, ça coûte de l'argent. J'imagine que vous avez levé entre-temps là pour le coup. Oui. La machine existante sur le marché, 15 000 €, une blinde. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est dit non mais on va la faire nous-mêmes. Ouais. Et nous, notre machine à l'époque, là je te dis pas, parenthèse, ce n'est pas les tarifs actuels. Ok. Ça, c'est un message pour mes concurrents. À l'époque, elle nous coûtait, je sais pas, 3 000 €, rien à voir. Ah ouais. Tu divises par 5 le Ah coût. ouais. Ok, puis t'es plus agile, quoi, vu que c'est ouais. la tienne. Et tu t'internalises tout, la maintenance, la tech, le hardware, le software, enfin... Et raconte-moi, du coup, donc là, on est en 2019-2020 ? Ouais, c'est ça ? Alors, on est en Chanel fin 2019. Okay. On fabrique notre machine. Ouais, voilà, c'est ça. À la veille de l'effondrement de l'écosystème. Ouais. Donc, c'est notre V1, enfin V2. Donc, il y a celle de Biocop. Il y a la V2, celle du marché. V3, la nôtre, un peu améliorée versus Biocop. Là, on peut dire que vous avez votre product market fit. Voilà, là, on a le premier product. Déployé. Voilà, on avait, je pense, 50 clients à ce moment-là, quand même. Donc, 50 machines. 50 machines. Donc 2019, c'est très bien, c'est la croissance. C'est rentable ? Non, pas rentable. Faut pas rêver. 2019, on a dit 2023 rentabilité. Et donc là, on lève des fonds, puisqu'on a des bons KPI et tout. On est début 2020, et on lève la veille du confinement. 16 mars, confinement. Ouais, donc on a levé le 13, je crois. Donc, il fallait voir la tête de nos investisseurs. Et ensuite signé, virement effectué, ça y est. Voilà. Et du coup, chômage partiel et tout. Et on en a profité pour faire notre nouvelle version de machine, améliorée et tout. En fait, tu as le temps d'innover, tu as le temps de réfléchir sur ton produit. On a changé de logo, de branding. Et on T'es pas maman à ce moment-là ? Je suis tombée enceinte à la fin du confinement. Donc, tu as encore du temps à ce moment-là. C'est ce que je veux dire. Ouais. En fait, j'en garde un bon souvenir, le confinement, parce que ça a été vraiment du boulot de fond. Mais juste la pensée que j'avais, c'était toujours en mouvement, quoi. Ouais, toujours. Jamais se laisser abattre. En fait, moi, l'inertie, c'est la fin, quoi. Enfin, on a le temps de dormir et de rien faire quand on va mourir, en fait. Donc... Bon, j'aimerais bien dormir un peu plus que hier soir, pour ma part. Je te laisse voir, mais du coup, je te relance un peu là-dessus. Ouais, confinement, V4, du coup ? Ouais, je crois. Hein, c'est quoi la V4, du coup ? V4, c'est quoi version... l'inno ? Alors, c'est pas vraiment une inno. Enfin, si, c'est une innovation de design. Donc, c'est l'UX. C'est ergonomique. Okay. C'est ergonomique, mais aussi ce que tu disais, UX, avec un meilleur parcours conso sur l'écran, une meilleure interaction. On n'en a pas parlé. En gros, au final, c'est un écran tactile, j'imagine, et un petit... ça, c'est la... Tu comprends ou pas ? C'est le scanner. Ah, ok. Je me dis, de quoi il me parle ? Ce moment où tu cherches tes mots. Mais ok. Ouais, et puis des étapes plus fluides. Enfin, on en a profité pour vraiment se remettre en question, prendre du recul, ce qui allait pas.
Et puis se projeter sur la vision, tu vois. Il fallait avoir une vision post-Covid. Dire, en fait, tu penses que ça va rouvrir les entreprises, la restauration. Du coup, on s'est penché vers le retail à ce moment-là, parce que les seuls qui explosaient, c'était la grande distribution. Donc, tout le monde allait se la manger. GMS. Ouais, du coup, on a fait un beau contrat avec Franprix. Et là, pour le coup, ça a été un beau levier de communication. Franchement, là, on a commencé à avoir un vrai nom, on a commencé à se faire connaître et tout. Est-ce que tu as chopé des clients en B2B via les salariés qui, eux, ont vu la boîte en B2C, dans du... tu vois ce que je veux dire, dans de la GMS? Alors, pas directement, mais on a eu des clients B2B qui nous ont vus avec Franprix. Parce que Franprix, en fait, quand tu fais du B2C, t'es visible. J'ai commencé à faire des dizaines de plateaux sur BFM TV. On a commencé à recevoir plein de prix, etc. Et ça, derrière toi. Yes. Et ça, en fait, c'est un super levier de communication et d'acquisition client B2B. Parce que t'es fiable, t'es crédible, t'as envie de bosser avec Bibac, quoi. Trop cool. Bon, on mange un peu le temps, mais raconte un peu la suite. Aujourd'hui, on est à quel V et à quel point elle est différente de la Alors, V4? je dirais V6. Oh, ça va. Ouais. Et ça a été quoi les deux grosses Inno Alors, l'Inno, là, c'était passé alors là, on ne voit pas, mais d'une structure en bois, parce qu'on était convaincus que le low-tech, c'était aussi très compatible avec notre vision de frugalité, tu vois, branding, à un truc beaucoup plus high-tech, donc vraiment une machine métallique qui ressemble à un distributeur automatique, parce qu'il fallait la rendre plus robuste, plus anti-fraude, une meilleure ergonomie à l'intérieur de la machine avec des chariots, avec un ascenseur élévateur. Il y a des risques de fraude, c'est vrai que je n'en ai pas parlé. Ça dépend quelle machine. En fait, c'est un peu comme un iPhone. Enfin, plus tu as la version la plus récente, plus tu payes. Bah, nous, c'est pareil. La low-tech, elle est low-tech, elle est pas chère, mais elle est moins sophistiquée en anti-fraude. La high-tech, bah, elle est plus sophistiquée, elle est compatible RFID, QR code. C'est quoi la RFID, rappelle-moi? En fait, là, c'est une puce QR code. Donc, il y a plein de choses à l'intérieur. Et c'est du scan optique. De la RFID, c'est d'autres ondes. En fait, moi, je vais pas te faire un cours de physique. Si, non, mais je me souviens. C'est une Inno d'il y a 2-3 ans. Les antivols. Quand tu vas dans un magasin et que si tu piques quelque chose, si qui est équipé d'un antivol, ça va biper. Ça, c'est une technologie RFID. En fait, ça capte via une onde. Alors que ça... comment ? On dit, ça m'est jamais arrivé, je ne vole pas. Voilà, ouais, mais tu as déjà vu des gens se faire prendre. Oui. Je veux te parler de vente. Ouais. Je t'ai posé la question un peu, mais est-ce que tu es la meilleure vendeuse et est-ce que c'est obligé, toi ou Lucas, que vous soyez les premiers à vendre? Moi, je suis Head of Sales aujourd'hui. Déjà, je suis fondatrice, Head of Sales. Donc, oui, je suis la meilleure vendeuse parce que j'ai la tête dans les sales aussi. Lucas, si demain il se mettait dans les sales, il serait aussi, comme moi, un meilleur vendeur. En fait, ce que je dis, c'est pas une breaking news. Tous les fondateurs sont les meilleurs vendeurs de leur boîte. Alors, modulo je pense, des fondateurs CTO ou ingénieurs fous, peut-être qui sont pas très business-driven. Pour le coup, on l'est tous les deux. Mais c'est un peu ma frustration, et je pense que c'est la frustration de pas mal de dirigeants pour parler avec plein de start-upers, de pas avoir des sales meilleurs qu'eux, quoi. Enfin, ça, c'est vraiment mon rêve. Ouais. Comment on fait? Je sais pas si tu as 2-3 tips pour... comment tu arrives à retranscrire ça? Il y a une chose qui est facile, entre guillemets, c'est les fonctionnalités et de ton produit. La chose qui est un peu moins facile, même si tu peux la stater, c'est ta vision. Et une chose qui est pratiquement impossible, c'est l'émotion et l'engagement que tu as pour ton bébé, pour Bibac. Ouais. Comment tu arrives à retranscrire ça auprès des sales? Est-ce qu'il y a une limite? J'ai pas la prétention de bien le faire pour le coup. Franchement, j'ai beaucoup de choses à apprendre et j'ai une grosse marge d'amélioration. C'est de faire du shadowing. Venez avec moi, on va le faire ensemble. Explique-nous ce qu'est le shadowing pour ceux qui ne parlent pas bien anglais. C'est shadowing de l'anglais ombre. C'est finalement le sales qui assiste à ta vente, donc ton pitch avec le client, tes interactions pour s'en inspirer. Et de là, en fait, il va se faire son propre pitch, ses arguments de vente et c'est apprendre en faisant, en fait. Donc ça, je pense que c'est les meilleurs moyens. Après, c'est observer, ouais.
Ça, c'est fondamental, mais c'est surtout de le faire tout le temps. Là, je le refais. Puis les fois où j'ai été franchement sous l'eau, en levée de fonds, j'étais moins proche des sales, bizarrement. C'est les périodes où on vendait moins. Du tout, j'allais te dire. Ok. Ouais. Donc, je suis obligée de tout le temps. C'est pas facile de faire monter des gens en compétences et j'allais dire qui s'approprient ton projet. Et encore une fois, c'est hyper dur. Et il y a une limite à ça, non? Surtout quand on fait de l'innovation, un nouveau produit, on évangélise le marché. Waouh, faut le vivre avec les tripes, quoi. Bien sûr. Et donc ça, le transmettre à quelqu'un, il faut du temps, de l'énergie, de la passion. Statu quo, quoi. Non. Ouais. Non. Toujours en mouvement. Ouais. Je regarde un petit peu le temps file. On a parlé de pas mal de choses. J'ai quand même envie de t'apporter. Je vais te parler de lobbying et de GIEC. J'allais dire du GIEC. La loi GIEC, tu veux dire? Ouais, et même le lobbying, le fait... on a bien compris 2018, alors que la loi est passée, tu disais 2022 ou 2023 2023, ouais. Elle a été votée en 2020, elle est passée en 2023. T'attends pas, en gros, une loi. Maintenant, est-ce que c'est une opportunité ou au contraire... Si, je pense que c'est quand même une opportunité. Et est-ce que t'as dû... faire des pieds et des mains justement pour je sais pas si c'est auprès d'instances publiques, je connais pas tous ces trucs là, de syndicats, bien sûr, c'est vraiment l'histoire de ma vie, hein. Ok. Donc au final t'étais un peu dans la politique. Mais oui, c'est pour ça que je te dis, ça m'a jamais vraiment quitté. Franchement, toute l'année dernière, j'ai passé 50% de mon temps à faire du lobby, donc littéralement faire des rendez-vous avec les cabinets ministériels, de taper du doigt sur, en fait, votre loi, elle est bien belle. Et franchement, elle est trop cool. Elle n'est pas appliquée. Pourquoi elle n'est pas appliquée? Un, vous ne contrôlez pas. Il n'y a pas d'audit. Bien sûr. Donc, il n'y a pas d'amende. Bâton de carotte, on est en France. Pas appliqué. En pleine crise inflationniste, j'ai pas de thunes, mais j'ai pas de contrôle. Je m'en fous, je l'applique pas, en fait, cette loi. On est d'accord que les gens ne bougent pas tant qu'on ne touche pas à leur portefeuille? En France, c'est sûr et certain. C'est l'espèce humaine en général, mais en Allemagne, c'est peut-être moins le cas, en Suisse aussi. Bon, voilà. Il y a d'autres valeurs et une autre culture. En France, t'es obligé. C'est pour ça que c'est évidemment un bon levier, la loi. C'est nécessaire, mais pas suffisant. Et ça a été quoi les retombées quand tu leur as dit ça? Alors, je ne prétends pas avoir eu je suis pas la seule à avoir fait ça. Ouais, il y a d'autres boîtes avec qui vous êtes alliés. D'autres boîtes, Réseau Vrac et Consigne, etc. L'impact, c'est qu'au 1er janvier 2024, donc un an après la loi, il y a eu un énorme courrier du ministère à tous les metteurs en marché impactés par la loi AGEC, contraints par la loi AGEC, en fait, on arrête les bêtises, on va intensifier les contrôles, on va faire de la communication du name and shame, voilà, ils ont eu quelques petites menaces. Donc, comme par magie, j'arrive... Et j'allais dire, combien de mails t'as reçu? Mais plein. Moi, j'ai eu des clients qui disaient, ouais, ok, vous avez vu le mail. Ok, tout le monde s'est réveillé, quoi. Ouais, donc... et il y a eu aussi pas mal de communiqués de presse de Christophe Béchu, donc le ministre de la Transition écologique, qui a clairement valorisé la consigne pour réemploi, alors qu'avant, on parlait de recyclage. Là, il était même dernièrement... je crois la semaine dernière, on l'a photographié avec un tote bag et dit « Moi, je consigne, je fais du réemploi ». Voilà. Okay. En fait, ça passe par aussi des leviers soft qui sont la communication, l'évangélisation en plus d'une loi. Et juste... Putain, je suis en train d'oublier ma question. Oui, je voulais savoir, je pensais aux pailles en plastique, tu sais, qui sont passées en papier. J'ai l'impression que ça... c'est passé et ça a été adopté hyper rapidement. Ouais. Ou alors c'est moi qui me trompe? Non, tu ne te trompes pas. Parce que l'alternative est simple. Ok. En vrai, tu passes d'une paille en plastique, tu prends pas dingue. Un autre fournisseur, en fait, en plus qui viennent de Chine et tout, donc l'analyse de cycle de vie est à questionner, peu importe. Mais il y en a plein qui sont en bambou, même en pâte, en métal. Et ça, c'est réutilisable. Donc ça va. Dégueulasse en métal. Désolé. Ouais, et en fait, pour moi, c'est détourner le problème. Donc, certes, tu la réutilises, mais bon, il faut la réutiliser un certain nombre de fois pour avoir un bilan carbone intéressant. Mais en fait, il faut juste questionner l'usage de la paille. Enfin, oui, pour les adeptes de cocktail, on va dire, cocktail, oh, ça va, j'ai essayé, c'est pas la mort. Quelle est l'origine de la paille? Non.
C'est pour les malades dans les hôpitaux à la base. Ah, je savais pas. Je crois que c'est quand t'es allongé et en fait on te le mettait. Ah oui, donc c'est. Mais bon, aujourd'hui, c'est pas du tout. On n'apprend pas dans ce podcast. Voilà, moi, je me coucherai moins bête. C'est bientôt à la fin. Je t'ai gratté un tout petit peu de temps. Je veux juste te poser ces deux. Ça va Non, mais j'avoue que là, je dois enchaîner. Ok, je te pose 2 mini-questions et on finit. Allez, on en a parlé tout à l'heure, mais on a dit que c'est l'entrepreneuriat. En tout cas, moi, je pense que l'entrepreneuriat requiert de la folie et que la folie vient d'un trauma. Est-ce que tu pourrais mettre des mots sur ce trauma, toi ? Alors, la folie, c'est sûr, je l'ai. Le trauma, alors là, franchement, tu me poses une colle. Je sais pas pourquoi. Non, mais ma folie, c'est... Tu en as parlé un petit peu, je veux dire, avoir vécu dans 3 continents différents. Oui, mais est-ce que c'est la cause de ma folie ? Je n'en sais rien. Après... moi, ma folie, c'est le fait de jamais vouloir être dans des cases. Ça, c'est... Voilà. Et donc, pourquoi ? Et ça vient d'où ? Ouais, je pense mon histoire, le fait de toujours remettre en question l'existant, les codes, les standards, je déteste ça. Okay. Je suis contre le mariage, je suis contre plein de trucs de la société qu'on reproduit sans se poser de questions. Okay. Ça, c'est mon grain de folie, ouais. Et la dernière qui est une question en 4 parties, mais ça va être très facile. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es heureuse ? Bon, 10. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es riche ? Tu sais quoi ? 10. Même si j'ai jamais aussi peu gagné ma vie, parce que je suis assez riche pour pas compter mon argent au quotidien. Donc, sur une échelle de 1 à 10... à quel point ton job t'apporte du sens au quotidien ? 10. Et sur une échelle de 1 à 10, à quel point ton job te demande de l'effort au quotidien ? Ah, ouais. Ouais, 8, hein, quand même. It's a wrap. Merci beaucoup, chère Yasmine. Je te laisse aller faire de l'argent et être rentable bientôt. Ouais, hopefully, j'espère. Bon, on te souhaite tout le meilleur. Et voilà, merci pour le podcast. Je sais qu'on a parlé d'entrepreneuriat, aussi beaucoup de psycho, mais c'est à mon image. Donc, merci Yacine. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Un grand merde à tous ceux qui nous écoutent, ceux qui galèrent ou qui ne galèrent pas, mais qui vont galérer. Pensez à moi, dites-vous un grand merde et tout ira bien, j'espère. Et restez en mouvement. Allez, à très vite. Bye bye.